Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, j'ai un super panel au micro du podcast Wake Up, Rise Up and Shine. Emmanuel Nave, Ida Elichéri et Laurence Boitet. Et ensemble, nous allons parler de comment vous pouvez influencer de manière positive la culture de votre entreprise. Emmanuel Nave est DRH de Mutuaide Assistance, filiale de Groupama. Emmanuel a suivi une formation de psychologue et en parallèle de sa carrière dans les RH, elle a poursuivi sa formation d'accompagnement thérapeutique avec la Gestalt thérapie. Elle est aussi mère de 4 enfants et elle a écrit avec moi le livre J'arrête de râler au boulot, paru aux éditions Erol. Ida Elichéri est docteure en psychologie du travail et des organisations, psychologue et executive coach certifiée d'HEC Paris. Ancienne responsable RH à la SNCF, elle a accompagné des transformations managériales, le développement de la QVT et la prévention des risques psychosociaux. Aujourd'hui, elle a créé le cabinet Psy & Co-Développement qui accompagne les transformations des organisations, les hauts potentiels et les femmes dans la réalisation de leurs projets. Elle est aussi mère de 4 enfants et l'auteur du livre Femme-S, sorti en avril 2021, qui invite chaque femme à déployer toutes ses facettes librement. Laurence Boitet est executive coach, facilitateur coach en voice dialogue et praticienne PNL. Elle a exercé pendant près de 24 ans des fonctions de cadre dans les RH de grands groupes à l'international. Aujourd'hui, elle est à la tête de son propre cabinet de coaching et accompagne à travers son programme Élan les femmes à réenchanter leur vie professionnelle. Elle est aussi mère de 2 enfants. Alors j'ai voulu enregistrer cet épisode car beaucoup de mes lectrices, auditrices et clientes me disent qu'en ce moment, la vie au boulot, c'est pas jojo. Il semblerait que la crise sanitaire et le télétravail aient distendu les liens entre les équipes. Les changements incessants d'organisation liés à la gestion de cette crise, au boulot comme à la maison, génèrent un stress important, une fatigue générale et par conséquent une ambiance souvent morose. Il y a aussi un phénomène de démission et de ras-le-bol qui bruissent en coulisses. Les entreprises, quant à elles, disent avoir de plus en plus de mal à recruter. Les services RH s'affairent à retenir leurs salariés et à attirer de nouveaux talents. Alors au-delà des grilles de salaire et de la répartition de la charge de travail, on s'intéresse de plus en plus à l'expérience collaborateur. Et au cœur de cette expérience, la culture d'entreprise joue un rôle important. Alors, si vous écoutez ce podcast et que vous avez pour ambition de contribuer à transformer de manière positive la culture de votre entreprise, alors cet épisode est pour vous. Alors bonjour les filles et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Alors, avec vos casquettes de RH, j'ai envie de vous questionner. Moi, j'étais aussi une ancienne RH, mais j'ai quitté ces postes en interne depuis maintenant trop d'années. Mais j'ai envie de vous interroger sur la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est, selon vous, la culture d'entreprise et pourquoi c'est important ? Alors, qui a envie de commencer ? Emma, par exemple. Oui, alors moi je pense que la culture d'entreprise, de toute façon, c'est quelque chose d'évolutif. Voilà, un peu comme l'identité, tu vois, finalement, notre identité de personne.
C'est assez indéfinissable. Je pense que c'est un mélange, bien sûr, de l'histoire de l'entreprise, la manière dont elle s'est construite. C'est une somme aussi des collaborateurs, de la communauté qu'ils constituent, avec chacun leur motivation. Et c'est aussi, la culture, elle est aussi portée par le leadership, par ce que va insuffler le directeur général et l'équipe dirigeante. Voilà, et la culture, c'est la somme pour moi des pratiques au sein de l'entreprise au quotidien. Ces pratiques qui peuvent être certaines très explicites, hein, mais d'autres aussi vraiment implicites, ce qui est accepté, ce qui est toléré, ce qui est interdit aussi. Donc des choses qui sont écrites et qui ne le sont pas. Et tu vois, tu évoquais le contexte actuel, hein, qui nécessite effectivement qu'on se réinvente sur de nombreux sujets, dont l'accueil des collaborateurs, le recrutement, la fidélisation, etc. Ben, ces événements en fait de la vie extérieure, de l'environnement de l'entreprise, l'invitent pour moi à réinventer sa culture en permanence. Voilà. Donc pour moi, la culture, elle change de visage comme nous, tu vois, quand on prend de l'âge ou qu'on grandit. On reste toujours les mêmes et pourtant on change toujours un peu. Hmm. Et alors, est-ce que tu peux aussi me dire pourquoi c'est important pour une entreprise de réfléchir à sa culture, dans quelle mesure la culture influence en fait la performance, les résultats? Mais parce que justement, comme elle est la somme, tu vois, des pratiques, c'est cette culture qui va guider les actions au quotidien. Et un nouveau collaborateur qui arrive dans une entreprise, de manière certainement principalement inconsciente, il va percevoir quelle est cette culture, ce qui est permis, pas permis, notamment en termes, par exemple, de relations, hein. Je pense qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui en termes de relations, de qualité de la relation. Et quand tu entres dans cette culture, ensuite, c'est celle-ci justement qui va guider les comportements des uns et des autres, et donc l'engagement, la performance, la créativité, etc. Hmm. Je fais un parallèle, moi, souvent, parce que je fais très, très souvent le parallèle entre l'entreprise et la famille, parce que je pense que ce sont des Mm. microcosmes qui se ressemblent beaucoup. Et c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais en fait, là, en ce moment, dans ma famille, il y a une culture qui ne me convient pas, en fait. Il y a une manière dont on fonctionne, des non-dits, des choses, juste des habitudes qui se sont mises en place, une manière dont on interagit les uns avec les autres, une manière dont on se positionne par rapport aux choses à accomplir et par rapport aux choses qui doivent être faites. Et souvent, je me dis, voilà, en fait, là, en ce moment, on a une culture qui va pas, qui, moi, ne me convient pas. Et du coup, je me pose la question, comment est-ce que je peux insuffler une nouvelle culture dans la famille, dans la dynamique familiale, en fait. Derrière la culture, il y a la notion de dynamique, la dynamique du collectif. Et comment avoir une dynamique du collectif qui nous permet d'obtenir ce qu'on cherche à obtenir avec le plus de facilité, le moins de souffrance, en fait, le moins d'irritants, le moins de conflits, et que les choses soient le plus fluide, en fait, pour qu'on puisse tous ensemble aller de l'avant et qu'un maximum des besoins de chacun puissent être satisfaits en avançant comme ça. Laurence ou Ida, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter? Vas-y, Ida. Oui, j'ai bien envie de témoigner à partir de ce que j'ai pu vivre en tant que, comme tu l'as dit, RH d'un grand groupe national historique français. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est la notion de diversité. À l'intérieur d'un même groupe, différentes cultures qui cohabitent. Et donc, c'est vrai que quand on parle de culture d'entreprise, alors peut-être que c'est lié à la taille du groupe, je ne sais pas, ça c'est peut-être une hypothèse, mais en tout cas de voir que plusieurs cultures cohabitent, parfois vont dans le même sens et sont d'accord entre elles et s'unissent, mais parfois s'opposent aussi. C'est aussi ce que j'ai pu vivre. Et du coup, quand tu posais la question tout à l'heure à Emmanuel sur mais finalement pourquoi c'est important et en quoi ça peut avoir un lien avec la performance, nous, on avait eu la possibilité, la chance de faire appel à des études sociologiques pour comprendre un petit peu ce qui se passait et donc définir ces différentes cultures et aussi voir en revanche, que tout le monde était uni vers une chose qui était pour le coup culturelle et liée à cette entreprise en particulier, qui était l'adversité. Unis contre l'adversité. Et en l'occurrence, bon voilà, grande entreprise industrielle, l'adversité, c'était les intempéries, c'était le défi, bon voilà, tu l'as dit, la SNCF, donc de construire les 30 000 kilomètres de voies voilà, au début du XXe siècle. Donc voilà, face à ça, alors moi j'aurais plutôt envie de dire défi, hein, face à ces grands défis, mais en l'occurrence, le vocabulaire utilisé par les personnes interrogées était de dire plutôt adversité. Eh bien ça, c'était l'union de tout le monde. Mhm. Mhm.
Super. Merci, Ida. Et toi, Laurence? Alors, je rejoins Ida et Emmanuel par rapport à ce qu'elles ont déjà dit. J'aimerais rajouter que j'ai eu quand même l'opportunité de passer dans plusieurs entreprises en tant que DRH et de travailler dans plusieurs structures différentes. Et c'est vrai que les différentes cultures, au-delà en effet de la culture du pays, c'est vraiment ce qui va être partagé aussi communément. Et Emmanuel, tu parlais notamment du recrutement, et moi je me souviens que dans toutes les entreprises où je suis passée, c'était pour moi essentiel de pouvoir parler de la culture de l'entreprise et d'expliquer les différents les rituels, les manières de fonctionner, les valeurs partagées communément. Parce que si, en effet, la personne qui va être fraîchement recrutée dans l'entreprise est en conflit avec la manière dont l'entreprise fonctionne, ça va pas perdurer, ça va pas être écologique pour les nouveaux collaborateurs. Et c'est vrai que j'ai très souvent mis ça en avant, de pouvoir parler de ce mode de fonctionnement, des valeurs partagées et de la manière dont on agit à la fois en interne, mais aussi par rapport aux clients, quelle est l'expérience à la fois client, mais aussi quelle est l'expérience collaborateur. Et j'aime beaucoup aussi, Emmanuel, l'idée de se dire que ce n'est pas figé, que la culture, ça peut bouger, et c'est en fonction notamment aussi des changements de management, de direction, etc., mais aussi en fonction de l'environnement qui bouge aussi énormément. Et j'aime beaucoup cette idée de se dire, OK, il y a une culture d'entreprise, il y a des valeurs, mais on peut systématiquement se réinventer aussi. Oui, Laurence, quand tu parles de l'importance de la culture et de communiquer sur la culture, d'expliquer aux nouvelles recrues la culture, d'expliquer aux équipes quelle est la culture, là, j'ai l'impression qu'on parle essentiellement de ce qui est bon dans cette culture, de ce qui marche, de ce qui nous porte et de ce qui unit les gens dans cette culture. Mais il peut y avoir aussi des éléments dans la culture qui ne marchent pas, en fait, comme je disais tout à l'heure, qui au contraire divisent les gens, qui au contraire sabotent les avancées, moi j'interviens souvent en entreprise, et il y a un peu cette prise de conscience qu'il y a peut-être une culture d'être solidaire dans notre misère et d'être un peu victime collectivement. Donc il y a la culture officielle et les grands mots et ce qui marche et ce qui nous porte et peut-être depuis des années et qui en même temps, comme vous le dites, peut se renouveler. Donc moi aussi, je peux très bien parler de ma famille et parler de tout ce qui est formidable dans ma culture de ma famille, mais il y a aussi cette sous-culture en fait qui peut-être est plus néfaste et plus négative. Et donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Emma? Oui, je peux parler de ce qu'on mène comme travaux actuellement dans mon entreprise. Ces dernières années, Mutued a beaucoup progressé sur la culture de la performance et de l'innovation. Voilà. Et je dirais, de la rénovation de nos pratiques, de nos process, de nos outils, etc. On a eu un chantier de transformation très important ces 5 dernières années. Et on a aujourd'hui tous nos collaborateurs qui sont vraiment engagés dans cette culture de on innove et on performe. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a un élément essentiel de cette réussite qui a été un peu mis de côté, c'est celui de la coopération entre les services. Parce que du coup, chacun était très focalisé sur ses objectifs de réussite, de ses projets, de ses enjeux, de sa performance. Et voilà, il y a pu avoir quelques frottements entre les services et pourtant on coopère tous, enfin, en tout cas on travaille tous au même enjeu de réussite de l'entreprise. Donc cette année, à Mutued, on a décidé avec le comité de direction de retravailler les notions de coopération avec notre équipe managériale et les collaborateurs de manière à renforcer aussi cette réussite collective en posant le principe que si mon collègue de l'autre service échoue dans ses objectifs, c'est aussi mon échec. Super. Merci. Ida et Laurence, est-ce que vous avez quelque chose à parler de cette espèce de culture peut-être moins officielle et moins brillante qui peut rayonner dans les couloirs? Laurence? Oui, en effet, moi j'ai été confrontée à ça en tant que DRH où les valeurs, la culture n'étaient pas partagées. Il y avait une sorte de râlerie en disant on arbore sur tous les murs de l'entreprise nos valeurs, mais regardez, Laurence, au regard de ces valeurs-là, il n'en est rien concrètement au quotidien. Et c'est vrai qu'il y avait cette sorte de frustration en se disant mais moi ce que je vis au quotidien c'est pas du tout ce qui est mis sur les murs. Donc il y avait une sorte de distorsion entre ce que l'entreprise souhaitait pour l'ensemble de la structure
et ce que vivaient les managers et les collaborateurs au quotidien. Et c'est vrai que du coup, j'ai mis en place une équipe projet pour travailler autour de ces valeurs, qui étaient les valeurs du groupe, pour pouvoir communiquer largement, de pouvoir repenser les choses et même de repenser même des process. Et donc, ça c'est intéressant aussi par rapport à ce que disait Emmanuel sur le fait que rien n'est figé et qu'une fois que c'est édicté à un moment donné, c'est de pouvoir se permettre de remettre en question ces valeurs-là et cette culture et de se dire, mais ça, aujourd'hui, ça dysfonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais c'est oser aussi, avoir beaucoup d'audace et c'est oser en tant que collaborateur, manager, pouvoir dire, mais ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, de remettre en question ce qui a été à un moment donné décidé communément et qui ne fonctionne plus aujourd'hui, se poser les bonnes questions. Donc j'ai envie qu'on continue à développer un peu sur ce fil-là, Laurence, de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses. Si par exemple les auditrices qui nous écoutent ou les auditeurs qui nous écoutent réalisent que dans leur entreprise, il y a cet écart entre les valeurs affichées et la réalité du terrain, ou si ces personnes souffrent au quotidien d'une culture autour de la machine à café, dans les couloirs, en réunion, en fait, des habitudes relationnelles. C'est ça que j'ai envie de dire en fait dans l'idée de culture, c'est des habitudes relationnelles qui en fait sont polluantes au lieu d'être nourrissantes. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent faire évoluer les choses? Qu'est-ce que vous avez compris et appris à ce sujet? Ida? Tu parlais tout à l'heure d'être uni dans sa misère. Et moi, je parlais de cette culture d'entreprise qui est créée autour de l'union face à l'adversité. Et pour moi, du coup, faire évoluer une culture d'entreprise, d'abord, c'est prendre en compte la réalité de chacun, donc dans cette diversité. Et puis, c'est peut-être aussi faire appel à ce que tu développes justement dans tes propositions, qui est cette phrase « les mots créent notre réalité ». Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble et de poser la question, voilà, sur des tailles de groupe peut-être petits, puis de plus en plus grands pour que cette culture se diffuse, mais de faire le choix ensemble de ce vers quoi on veut être unis. Est-ce que l'adversité, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt le défi, le challenge, la réalisation, ou est-ce qu'on veut garder finalement cette culture? Et puis, bon, voilà. Mais auquel cas, on assume d'être dans ce choix-là. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et donc, dans les pistes d'amélioration, c'est comment est-ce qu'on discute ensemble pour faire culture commune et construire cette culture commune en prenant en compte le fait qu'on a des parcours, des histoires qui parfois sont très, très, très différentes et parfois, voilà, avec des écarts vraiment très, très importants dans les organisations. Et donc, de prendre en compte cette réalité aussi de chacun et de la valoriser d'une certaine manière. Emma, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi, ça rejoint ce que dit Ida, mais la notion que j'aime beaucoup et qu'on a développée dans le livre Christine, c'est celle de l'intention. Voilà. Et je pense que dans tout changement, la première étape, c'est bien celle de définir quelle est son intention. Alors, un dirigeant peut partager une vision et demander à ce qu'elle soit déployée. Mais tout un chacun dans une entreprise peut se dire, bah, moi, mon intention, c'est de vivre les choses différemment. Et ensuite, comment on fait à partir de cette intention qui est le guide d'action au quotidien? C'est vraiment quotidiennement, dans le moindre détail, porter cette intention qu'on peut avoir de vivre un quotidien différent avec ses collègues, une ambiance différente. Voilà. Et ça nécessite de se remettre en question personnellement, hein, on le sait, puisque si je veux faire changer les autres, bah, c'est à moi en fait d'apporter le changement, et notamment avec cette question d'exemplarité aussi, hein. C'est si j'ai envie de porter une culture différente, comment est-ce que moi je l'incarne auprès de mes collègues dans les petites actions du quotidien. Puis il y a celle de l'audace, et notamment l'audace de dire les choses. Et ça, Ida l'a évoqué, et peut-être qu'on pourra développer aussi ce sujet-là. Oui, ça m'intéresse qu'on développe ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire dire les choses, l'audace, développer l'audace chez nos collaborateurs, d'oser dire les choses? Je peux commencer, puis je pense que voilà, il y a d'autres choses à dire. Voilà, quand on râle, hein, et moi je continue de râler de temps en temps, même si tous les jours je pense au challenge.
c'est aussi un manque de courage d'aller dire à la personne contre laquelle on râle, dans son dos bien évidemment, mais les choses qu'on a à lui dire qui peuvent être confrontantes, qui sont difficiles à dire parce que c'est un feedback, parce que c'est une demande, parce qu'on doit aussi se remettre en question sur ce qu'on a ressenti et sur nos propres besoins, quoi. Et c'est ce courage et cette audace de se dire, OK, il faut que je me mets au clair sur ce que j'ai à lui dire, bien évidemment d'une manière qui est recevable. C'est pour ça que pour moi, il y a un enjeu majeur dans les entreprises dès aujourd'hui pour les prochaines années, c'est celui d'apprendre à faire du feedback. On a commencé, nous, à Mutued, à former nos managers et les collaborateurs à apprendre à faire un feedback à un collègue, un manager ou une personne qu'on manage sur les bases, bien sûr, de la communication non violente. Mhm. Donc juste pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, on faisait référence donc tout à l'heure avec Emma au travail et au livre que nous avons coécrit qui s'appelle J'arrête de râler au boulot. Et à l'issue de ce livre, on a développé des ateliers que nous proposons en interne en entreprise. Je forme des ambassadeurs personnellement qui peuvent ensuite maintenant intervenir dans les entreprises pour animer des ateliers auprès des équipes et lancer un challenge qui s'appelle le challenge J'arrête de râler, un challenge dans lequel on s'engage collectivement avec pour intention de faire 21 jours consécutifs sans râler. Mais en fait, la vraie intention, c'est pas ça. Les 21 jours consécutifs sans râler, c'est plus un jeu, c'est plus une excuse. Mais c'est un cadre, en tout cas, qui nous permet de rester engagés. Mais l'idée, c'est comme le disait très bien Emma, de se remettre en question, de prendre la responsabilité de nos émotions et d'apprendre à parler, d'apprendre à choisir quelle posture adopter face aux choses qui nous agacent, face à nos irritants du quotidien, de reprendre la responsabilité vis-à-vis de ce qui ne nous convient pas et de choisir ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut lâcher prise? Est-ce qu'on veut parler à notre manager? Est-ce qu'on veut évoquer le sujet à la prochaine réunion? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire évoluer? Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Et donc, à travers ces ateliers que nous animons donc en interne dans les entreprises, nous amenons les collaborateurs à cheminer et à donc à tout moment choisir qu'est-ce que je veux faire et qui je veux être face à cette situation de mon quotidien qui d'ailleurs souvent, quand on râle au boulot, on râle souvent parce que en fait on râlait déjà hier et on râlait déjà avant-hier et c'est justement parce que le problème n'est toujours pas réglé qu'on râle encore une fois. Et donc là l'idée c'est de sortir de cette spirale infernale et de se dire ok, je veux plutôt être acteur de solutions plutôt que victime des situations. Et donc quels sont les outils? Donc on transmet dans ces ateliers des outils pour permettre aux collaborateurs de reprendre les choses en main. Donc je voulais un peu donner le cadre pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissaient pas dans quel contexte on parlait ici. Laurence, tu voulais aussi contribuer à cet échange. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Emmanuel sur le fait d'oser beaucoup. Et moi, j'avais envie de rajouter aussi, et c'est vrai que tu en parles beaucoup, Christine, de créer l'espace et de permettre, en tant que manager, dirigeant aussi d'entreprise, de permettre de libérer aussi la parole et de connecter à une certaine vulnérabilité. Parce que c'est un vilain mot d'entreprise, la vulnérabilité, et pourtant, la vulnérabilité, c'est ce qui est notre essence en tant qu'humain en entreprise, et de permettre à ses collaborateurs de rentrer dans cette vulnérabilité et de créer un espace pour pouvoir en échanger et en effet apprendre à pouvoir faire des feedbacks dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, en tant que collaborateur, je fais un feedback à mon manager et inversement, ça s'apprend. Et de créer vraiment un espace pour ça, pour oser davantage, pour oser beaucoup. Parce que dès lors qu'on peut oser, qu'il y a un espace pour pouvoir le faire, ça permet aussi de la créativité, de pouvoir penser et d'imaginer les choses différemment de ce qu'elles sont aujourd'hui et qui ne nous convient pas. Moi, j'ai pu remarquer que très souvent, cet espace de vulnérabilité et d'oser, de faire des erreurs aussi, de se tromper, c'est pas évident en entreprise, c'est un vrai challenge. Et pour moi, cet espace-là, il est fondamental pour faire évoluer les choses. Oui, beaucoup de collaborateurs arrivent au boulot et en fait s'enferment dans leur rôle, dans leur titre professionnel. Voilà, j'arrive au boulot, je laisse toute une dimension de mon être, de ma personne, pour tenir ce rôle qui est, je suis le rôle de l'informatique, de la gestion, du marketing, du service client, de la logistique. Voilà, donc je suis ce rôle, je suis ma fiche de poste. Et on peut, et en effet, finalement, se retrouver avec des personnes qui deviennent un peu comme des... Enfin, perdent leur humanité. En fait, on est tellement enfermé dans ce rôle à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous qu'on
on perd notre connexion avec notre vulnérabilité, avec notre humanité, mais aussi avec nos talents, avec notre brillance, et donc créer des espaces où les personnes peuvent se retrouver entiers. J'ai vraiment l'intime conviction que notre personne n'est pas séparée de notre identité professionnelle. Notre identité personnelle n'est pas séparée de notre identité professionnelle. Et c'est vrai que c'est le retour, ce qui m'avait vraiment marqué, que je crois que c'était à l'issue des ateliers qu'on avait développés chez Groupama, Emma. Je pense que c'était à l'issue de ces ateliers où les collaborateurs, le premier feedback qu'ils nous ont donné après avoir vécu ces 6 ateliers, le premier feedback qu'ils nous ont donné, c'était de se dire, c'était formidable de se retrouver ensemble dans notre humanité. On a passé ces ateliers et on a connecté les uns avec les autres, non pas uniquement avec nos casquettes professionnelles, mais avec notre personne. Et ça je pense que ça a vraiment porté ses fruits ensuite dans les relations par la suite, parce que quand on connecte de manière humaine, eh ben, on peut care. On peut vraiment... Voilà, Emmanuel, oui. Oui, mais complètement à cette occasion-là, Christine, mais moi je l'ai aussi vérifié à beaucoup d'autres occasions, que ce soit dans mes relations avec mes collègues du comité de direction ou avec mon équipe. À chaque fois qu'il y a eu un partage de vulnérabilité, comme le disait Laurence à juste titre, on ne s'est pas fragilisé collectivement et individuellement, pas du tout, on s'est renforcé. À chaque fois que moi j'ai partagé de la vulnérabilité avec mon équipe, ça a renforcé les liens et la confiance entre nous, mais d'une manière complètement inimaginable, quoi. Voilà. Donc, j'en dis que 3 mots, mais c'est un élément très important pour moi. Voilà, donc j'ai envie qu'on développe un petit peu tout ça, parce que ce qu'on est en train de constater, c'est que donc ça fait maintenant de plusieurs années que les entreprises se questionnent et s'investissent au niveau de la QVT, la qualité de vie au travail. Il y a beaucoup de projets qui ont pu naître grâce à tout ça, et peut-être que vous avez d'ailleurs des choses à dire et une position par rapport à toutes ces actions qui sont posées au niveau de la QVT. Mais ce qui semble se ressentir de plus en plus ces derniers temps, c'est que les entreprises sont maintenant vraiment ouvertes à accompagner et à créer des espaces pour faire du développement personnel en interne, pour cultiver les soft skills, pour développer l'intelligence émotionnelle, pour permettre la vulnérabilité. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, ou qu'est-ce que vous voulez contribuer à ce thème que je souhaiterais aborder avec vous maintenant? Ida? Là-dessus, je crois qu'il y a quelque chose en effet qu'on est en train de vivre collectivement, c'est la question du lien entre le bien-être et la performance. Et j'ai l'impression que s'il y a quelque chose de positif à tirer de la crise qu'on est en train de vivre collectivement, c'est que chacun a pu se rendre compte à quel point le fait d'être bien, alors en bonne santé physique, mais aussi psychique, eh ben, avait une influence sur notre performance au travail. Et si on le savait depuis longtemps, parce que des études là-dessus, il y en avait quand même, moi je me rappelle bien avoir eu beaucoup d'engagement à amener des études pour dire aux managers, regardez, c'est important le bien-être pour les collaborateurs, c'est lié à la performance, etc. Bon, ça faisait pas forcément toujours écho, il y avait toujours un petit relent derrière de oui, ça c'est une image positiviste, un peu bisounours et tout. Donc moi j'adore les bisounours, je trouve ça, mais ça faisait pas très sérieux, quoi. Nous on est dans le dur, il faut qu'on produise, etc. Donc on n'a pas le temps de s'occuper de ces questions-là. Et je pense que là on l'a tous vécu de l'intérieur, quel que soit le niveau de l'organisation dans lequel on a à travailler. Et peut-être que ça a permis une prise de conscience sur la vérité de ce lien qui était déjà démontré par ailleurs. Et moi, je suis allée chercher un petit peu les définitions du bien-être dans des choses un peu sérieuses, et notamment l'Organisation mondiale de la santé décrit le bien-être en disant c'est la compétence, la capacité de chacun de vivre, de déployer sa compétence, c'est l'appartenance à un groupe, et c'est la possibilité de contribuer. Et je trouve que quand on prend ces 3 critères-là, on se dit, mais c'est exactement ce dont on a besoin dans les organisations. On a besoin de compétences, on a besoin d'être ensemble, et on a besoin de contribuer et de créer ensemble. Donc voilà, du coup, je crois qu'en effet, ces sujets-là, aujourd'hui, on a vécu quelque chose de l'intérieur qui nous permet sans doute peut-être de les appréhender avec plus de facilité, et voilà, et on peut en mesurer l'importance. Je rebondis très rapidement sur ce qu'a dit Ida, parce que j'ai accroché au-dessus de mon bureau récemment 3 mots. Alors, je ne sais plus du tout où je les ai pris, dans un article, je ne sais pas, qui disent exactement ce que tu décris là. C'est les mots être, appartenir et devenir. Et c'est ce que tu dis, hein, être des compétences, appartenir à un collectif et contribuer, c'est-à-dire devenir. Voilà, et c'est les mots qui vont guider notamment 2022 pour moi professionnellement. Et donc,
Donc j'avais envie donc vous toutes les trois, vous avez eu l'audace de développer cette initiative, d'amener les ateliers J'arrête de râler au boulot dans votre entreprise. Dans vos entreprises respectives. Et donc, j'avais envie que vous parliez un petit peu de cette démarche. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Quelle a été votre motivation? Vous étiez dans des postes RH. Quelle a été votre motivation pour pouvoir, pour amener ces ateliers? Et puis, comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce qu'il y a des obstacles que vous avez dû dépasser? Qui avez-vous dû convaincre? Et puis surtout, comment ça s'est passé, quoi? Quels ont été les résultats de cette aventure? Qui a envie de Laurence? Alors moi, le contexte dans lequel j'ai eu le bonheur d'animer des ateliers dans l'entreprise où je travaillais, c'était un contexte de changement organisationnel. C'est vrai que ça a pris tout son sens. Alors, je n'ai pas eu de gros challenge pour convaincre la direction générale à les mettre en œuvre chez nous à l'époque. Donc, c'était un contexte de changement. Et je dirais que ça a été accueilli favorablement. Alors, c'est marrant parce que tout le monde rigole quand on dit animer des ateliers, j'arrête de râler. Mais vraiment, on se dit, mais c'est pas sérieux. Alors, je dis, si, c'est très sérieux. Parce qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est très, très sérieux. Et c'est même très, très puissant. Seulement, il y a eu quand même, c'est vrai, des levées de boucliers de la part des managers en disant, Laurence, mais comment ça va être possible avec mon équipe? Parce que c'est comme si on pointait du doigt les râleurs. C'est un petit peu délicat, donc on l'a nommé différemment, mais c'est vrai que la démarche, c'est la démarche J'arrête de râler. Et donc, j'ai pu les proposer, alors c'est vrai sur une base volontaire pour certains, notamment aux équipes opérationnelles et aux managers, au N+1, N+2. Et ces ateliers ont vraiment, d'une part, permis une cohésion aussi, d'aller au-delà, comme tu disais Christine, du titre. Et ça a vraiment été une connexion, et ce n'est pas le monde des bisounours, mais vraiment une connexion de cœur à cœur, parce que les personnes, on a pu créer cet espace pour que les personnes puissent se révéler déjà à elles-mêmes, dans un premier temps, mais ensuite se révéler à l'autre, puisqu'on est dans un espace sécurisé, où on permet de libérer la parole, de s'exprimer. Donc ça a vraiment, je dirais, permis de souder des liens qui n'existaient pas jusqu'alors. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis, ça a permis aussi aux personnes de se connaître elles-mêmes, notamment dans leur déclencheur émotionnel, et de pouvoir aussi accueillir l'autre, du coup, par rapport à leurs émotions, notamment, pas que, et les besoins sous-jacents. Et aussi de pouvoir vraiment d'être acteur de solutions plutôt que victime de situations. Et ça, c'était vraiment très, très puissant. Et j'ai aussi certains anciens collaborateurs qui m'ont dit « Laurent, j'ai changé d'entreprise et je continue de diffuser ton message en tant que manager dans d'autres structures, parce que ça a vraiment été une révélation pour moi. » Donc, c'est vraiment super. Merci Laurence. Et toi, Ida? Alors nous, c'était un contexte de transformation et de réorganisation assez intense pour l'entreprise. Et déjà, ça a été le fait de reconnaître que pour chacun, c'était normal que ce soit inconfortable. Et que donc, ça pouvait provoquer des réactions comme celle de la râlerie. Et du coup, j'ai vraiment proposé la démarche sous cet angle-là, en disant et en montrant en fait aux personnes pourquoi est-ce qu'on vivait de l'inconfort et peut-être qu'on pouvait faire autrement. Donc moi, j'ai eu un peu les mêmes réactions que toi, Laurence, sur le titre, que ça pouvait risquer de heurter. Donc du coup, on avait choisi 21 jours pour booster la transformation avec la méthode, mais du coup, je disais toujours, par contre, avec la méthode de Christine Levicki et Emmanuel Nave, j'arrête de râler au boulot, ce qui me permettait quand même de le dire dans le titre, mais je l'avais mis en sous-titre pour qu'on vraiment, on se dise, voilà, c'est normal, on est tous à la même enseigne en fait, on est tous face à la transformation, face à quelque chose qui vient nous confronter et voilà, on n'est pas bien par rapport à ça et on fait comme on peut. Et voilà, parfois ce comme on peut, c'est pas notre avantage, c'est pas ce qui nous aide le plus finalement. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire autrement? Et là, on ouvrait du coup un champ de possibilités et voilà. Et pour moi, cette démarche, elle est vraiment une démarche d'aider. Et ça m'a aidé moi en premier, parce qu'au départ, c'est moi, Christine, que je vais vers toi pour moi toute seule. Et après, je me dis, mais finalement, ce truc que je découvre avec Christine, je pourrais peut-être
le déployer et le faire connaître à d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à aller puiser mes ressources internes et certaines que je ne soupçonnais pas d'ailleurs, que je ne connaissais pas. Et donc pour moi, c'est une vraie proposition de développement d'un leadership et pour une fois, pas seulement que pour ceux qui ont la responsabilité managériale. C'est la possibilité de développer son leadership pour tous en fait, d'aller puiser nos ressources, d'aller développer notre responsabilité et donc cette possibilité, comme tu disais, d'être acteur face aux situations plus que de les subir. Donc voilà, comme on est entré par ce chemin-là, on les a proposés et on a pu déployer ça et ça a été très, 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 très chouette et puissant. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais clarifier pour les auditeurs, ce qu'on remarque souvent quand on propose cette démarche aux managers et aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'il y a un peu ce choc, comme on disait, ah oui, j'arrête de râler, mais bon, quand même, ça va pas. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on nomme l'éléphant qui est dans la pièce, en fait. On parle de l'éléphant qui est dans la pièce, de cet élément de la dynamique interrelationnelle qui finalement fait souffrir tout le monde. Tout le monde paye le prix de ces râleries qui circulent dans les couloirs, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que quand on râle, on est dans une position de pouvoir et qu'on essaie de se faire entendre, on a l'impression qu'on est en train d'essayer d'exprimer nos émotions et nous, dans la démarche J'arrête de râler, on ne dit pas du tout d'arrêter d'exprimer nos émotions, on ne dit pas du tout d'arrêter de se faire entendre, au contraire, on transmet des outils et des prises de conscience qui permettent d'aller de l'avant, qui permettent justement de réellement faire changer les choses. Parce que je dis souvent, si râler marchait, tous les problèmes seraient réglés. Si râler marchait, tous les problèmes seraient réglés. C'est justement parce que râler ne marche pas qu'on râle encore plus. Et qu'il y a une culture et qu'une spirale infernale de râlerie qui se développe. Et donc, à travers les ateliers, on ne dit pas aux gens, vous n'avez plus le droit de vivre vos émotions et vous devez mettre des lunettes roses et prétendre que tout va bien. C'est pas du tout ça qu'on dit. On dit non, il y a plein de raisons de râler, on est bien d'accord. Maintenant, donnons-nous des outils et mettons-nous d'accord sur des manières d'interagir ensemble face à ces irritants du quotidien qui vont nous faire aller de l'avant, qui vont nous faire aller mieux et qui font que le soir, on va se coucher et on sera satisfait. On ne sera pas juste épuisé, éreinté en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie. On aura au contraire eu la fierté et la profonde satisfaction d'avoir été acteur et d'avoir pris la responsabilité, d'avoir été entrepreneur. Je dis souvent être entrepreneur de sa vie, être entrepreneur des situations. Et donc, c'est redonner des clés et des pistes à chacun des collaborateurs, quel que soit où il est dans l'organisation, pour pouvoir entreprendre sa vie professionnelle et personnelle, et ensemble développer une culture où on va de l'avant. Emmanuelle, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Oui, c'est complètement en écho avec ce que vous dites. Je me souviens, Christine, quand on a lancé le premier challenge expérimental, parce que c'était juste avant l'écriture du livre, à Groupama Protection Juridique, la filiale dans laquelle j'étais à l'époque. Déjà, il y avait cette conscience du gâchis, en fait, quand on râle soi-même ou quand on voit des collègues râler. Moi, aujourd'hui, j'ai un collègue, je ne le nommerai pas, bien évidemment, qui râle beaucoup. Et quand je le vois, je me dis, mais il se met dans des états, mais quel gâchis, mais d'abord pour lui. Alors qu'il y a tellement de solutions, pas forcément simples, qui demandent du courage, notamment dans le dialogue véritable, d'aller résoudre justement toutes ces situations qui nous apportent tellement de stress quand on râle. Et puis l'autre clé qui a été importante, et tu t'en souviens, c'est comme ça qu'on avait présenté la démarche, c'était l'implication personnelle. Moi, j'avais fait un mail personnel en disant, je râle beaucoup, vous, je ne sais pas, mais moi, je râle beaucoup, je vais faire ce challenge, qui veut le faire avec moi? Et encore au quotidien aujourd'hui, donc moi, je ne suis pas, je suis pas ceinture noire comme toi, Christine, je râle encore beaucoup. Mais régulièrement, je sors mon bracelet et surtout maintenant, j'ai toujours la conscience que je suis en train de râler et toujours, je suis en travail vraiment sur cette démarche. Et vraiment, c'est cette implication personnelle et cette exemplarité au quotidien, d'essayer de transformer au moment où on est en train de râler. C'est possible de le faire. On peut se dire, ah bah zut, j'ai râlé, mais on peut aussi se dire, là, tu es en train de râler, vas-y, récupère le truc. Récupère le truc. Bon, ok, je viens de râler. Et puis, de transformer son propos dans l'immédiat, dans la situation présente, en disant, bon, ok, ça nous fait beaucoup râler. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ensemble, etc. Voilà. C'est pas pour rien que le livre s'appelle J'arrête de râler et non pas Arrêtez de râler. Et donc, quand on arrive en entreprise, on dit pas aux collaborateurs Arrêtez de râler. On leur dit, moi j'ai envie d'arrêter de râler, qui a envie d'arrêter de râler avec moi, qui a envie aussi. Et il y a vraiment, on démarre vraiment avec ça, c'est de mesurer combien ça nous coûte de continuer.
qu'est-ce que ça nous coûte de continuer à fonctionner de la manière dont on fonctionne? Et on réalise vite que la première personne qui paye le prix de toutes ces râleries, c'est nous. C'est pas les autres qui les entendent, c'est nous les premiers qui payons le prix de nos râleries parce qu'on développe et on cultive une posture de victime au quotidien. Et en fait, pointer du doigt les coupables, on a l'impression qu'on est dans une posture de pouvoir quand on pointe du doigt les coupables. Or, en fait, on perd notre pouvoir, on remet notre pouvoir entre les mains de nos coupables. Et donc, c'est vraiment le feedback qu'on a des personnes, deux feedbacks essentiels qu'on a des personnes à l'issue des ateliers, enfin les deux premiers, et après j'ai curieux de savoir quel feedback vous avez eu, mais moi les deux qui me tiennent, enfin qui me touchent le plus, le premier c'était de dire on a pu connecter ensemble en tant qu'être humain. On n'était pas dans nos postures professionnelles, on était vraiment dans notre humanité. Et le deuxième, c'est j'ai repris ma vie en main. J'ai repris le pouvoir sur ma réalité. J'ai beaucoup plus de pouvoir que je le pense sur ma réalité et sur mon quotidien. Et je peux beaucoup plus que je le pense. Et en plus, maintenant, j'ai des outils pour faire changer ce qui ne me convient pas. Il y a vraiment une phrase de Maya Angelou qui m'a toujours guidée et que je répète tout le temps, dans toutes mes conférences quand je les propose. C'est cette phrase de Maya Angelou qui dit « Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude, ne râlez pas. » Et c'est là où on rejoint la culture d'entreprise. Comment agir sur la culture d'entreprise. Voilà, exactement. On va peut-être clôturer comme ça l'épisode. Quels sont les retours que vous avez eus, vous, vis-à-vis de cette démarche des ateliers, et en quoi vous pensez que les ateliers ont contribué à influencer de manière positive la culture de l'entreprise? Laurence? Ce qui est ressorti vraiment de manière puissante, c'est d'une part, mais comme toi, Christine, c'était cette connexion entre le groupe sur l'humanité, connexion de cœur en tant qu'humain, et de pouvoir reprendre le pouvoir, la responsabilité de sa vie et de rentrer vraiment dans sa puissance. Donc, c'était comme une reconnexion à eux-mêmes, une sorte de reconnexion à qui je suis, à mes besoins et qu'est-ce que je peux faire concrètement. Donc, c'est vraiment être dans l'action, d'être dans la prise de conscience et de se dire, mais oui, moi, j'ai le pouvoir d'agir, en fait. Je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime de l'organisation. Je ne suis pas victime de l'entreprise. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. C'est de dire, mais je suis malheureux, mais ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de l'entreprise, de moi de plus un. Et là, c'est vraiment cette prise de conscience puissante de se dire, mais je peux reprendre vraiment les rênes de ma vie et j'ai ce pouvoir-là, en fait. Mais pas le pouvoir en termes de pouvoir, mais plus de puissance. Et ça, c'est une ouverture extraordinaire sur les possibles. Et il y a aussi, j'ai envie de rajouter, il y a ce côté, j'ai du pouvoir sur ma vie, je reprends les rênes, et il y a aussi, j'apprends à lâcher prise. Et ça aussi, c'est un des enseignements très forts, c'est de lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas changer et du coup, d'arrêter de porter ce fardeau et cette espèce de nuage gris sur notre tête toute la journée sur des trucs que de toutes les façons, on ne peut pas changer ou on n'a pas l'intention de changer. Parfois, on pourrait, mais on choisit de ne pas les changer. Et là, du coup, on dégage le ciel pour pouvoir vivre autre chose ensemble. Et pour pouvoir voir autre chose et vivre autre chose ensemble. Ida ? Oui, je vous rejoins complètement. Une phrase que j'ai en tête, c'est ça. Je me rends compte que je peux faire quelque chose et que je peux choisir. Voilà, je me rappelle vraiment de la personne qui m'a dit ça. Et aussi une qualité de la conversation et un changement de la conversation aussi entre les personnes. Là, j'ai en tête un comité de direction dans le nord de la France où, à un moment donné, la RH et un des managers échangent ensemble. Et la RH dit qu'elle n'était pas contente de ce qu'elle faisait, que voilà, elle aurait voulu faire mieux, etc., etc. Et puis le manager en face lui dit, mais c'est formidable ce que tu as fait pour nous dans ce recrutement. Moi, je suis très, très content. Et il ne s'était jamais dit, en fait. Voilà. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose sur, ah, mais en fait, on ne communique pas pour se dire ce genre de choses. Et du coup, il y en a un qui croit qu'il ne fait pas assez, alors que l'autre est très, très content de la prestation de son collaborateur. Donc voilà, une transformation aussi de la conversation et de la qualité de l'échange et de la possibilité de se dire des choses différemment. Oui, parce que ça, c'est un enseignement fort. On se dit, si râler ne fait plus partie de nos conversations, si râler n'est plus une option dans nos échanges, à la machine à café, à la cafette, ou en réunion, ou dans les couloirs, du coup, de quoi on parle? Du coup, comment on se parle et de quoi on parle? Et là, il y a tout un champ de possibles, en fait, qui s'ouvre à nous. Emma? Ouais, c'est vrai. Et quand tu dis ça, moi, je pense à mon équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe formidable, alors qui a beaucoup évolué ces 5 dernières années. J'ai une vingtaine de personnes dans mon équipe.
Et on râle quasiment pas dans mon équipe. Je suis peut-être celle qui râle le plus, tu vois. Et je me dis, mais de quoi on parle en fait entre nous? Eh bien, on parle de nos envies. Mhm. Ce que me partage mon équipe, c'est ça, de leur envie, beaucoup de leurs doutes, de leurs questions, de leurs peurs, et de comment on fait pour continuer d'avancer. Voilà, on est focalisé là-dessus, sur les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien et les solutions. Voilà, on se partage beaucoup de choses. Euh, et puis, vous disiez quelque chose tout à l'heure qui me faisait penser à ce qu'on dit dans le livre ou dans les conférences, c'est parlant de cette culture d'entreprise. Beaucoup de salariés disent oui, mais mon entreprise, la culture de mon entreprise, etc. Comme si c'était une entité autonome qui vit un peu toute seule. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'entreprise, c'est personne, si ce n'est la somme des salariés, quoi, Mhm. la somme des collaborateurs, hein. Donc, c'est de prendre aussi cette conscience de ça. C'est que de la même manière que dans une relation entre deux personnes, la responsabilité de la relation, elle est partagée à 50-50, ben, en tant que collaborateur, on a tous une responsabilité de la culture d'entreprise. Voilà. Mhm. Et c'est Mhm. super de prendre conscience de cette responsabilité parce que ça ouvre aussi, comme tu le disais, Laurence, à notre zone de liberté dans cette responsabilité, c'est-à-dire notre zone de puissance. Mhm. Formidable, formidable, formidable. Euh, alors, un petit mot de la fin. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux auditeurs et aux auditrices qui seraient tentés, mais qui peut-être, on l'a dit, hein, ça demande de l'audace, d'oser en parler, d'oser dire, là, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose à faire, on peut peut-être faire bouger les choses, je sens qu'il y a, ça demande de l'audace et ça demande du courage. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux auditeurs et aux auditrices qui seraient titillés là-dessus? Oui, Laurence. Alors moi, j'ai envie de dire que si ils ont simplement envie et qu'ils ont peur, il faut y aller. C'est un peu mon mantra. Tu as envie et tu as peur, vas-y. Mhm. C'est que c'est la bonne direction. Merci Laurence. Ida? Oui, je me reconnais bien dans ce que tu dis là. Je dirais que je confirme, ça demande de l'audace, que pour le coup, j'ai dû renouveler plusieurs fois le fait d'oser aller en parler et proposer, et qu'à chaque fois, ça a été une formidable occasion d'installer quelque chose de différent et dont les gens étaient hyper contents, en fait, hyper contents de découvrir ça et de voir cette possibilité-là devant eux qu'ils n'avaient pas forcément envisagé. Donc, oui, il faut, enfin, il y a ce côté de oser, une posture un peu de pionnier parfois face à une organisation qui a pris certaines habitudes, mais qu'à chaque fois, franchement, voilà, si les gens sont curieux et ça se passe super bien et ça apporte à tout le monde. Merci Ida. Et toi Emma, un petit mot de la fin? Bah, peut-être d'inviter tes auditeurs qui ne sont pas, qui râlent contre la culture de leur entreprise, à se poser la question à quoi vous aimeriez qu'elle ressemble. Et ensuite, eh bien, demain, quel est le premier acte personnel que vous pourriez faire dans le sens de cette culture à laquelle vous aspirez? Hmm, hmm. Merci beaucoup Emma. Donc j'invite les auditeurs et les auditrices à retrouver et à découvrir toute cette démarche sur le blog j'arrête-de-râler.com. Sur ce blog, vous retrouverez aussi les coordonnées de Laurence et de Ida, qui sont toutes les deux des ambassadrices certifiées J'arrête de râler, qui donc sont prêtes pour venir animer des ateliers chez vous, dans votre entreprise en interne. Vous retrouverez aussi sur ce blog j'arrête-de-râler.com une liste de plus de 50 ambassadeurs qui sont sur toute la France, ambassadeurs et ambassadrices, qui sont sur toute la France et même à l'étranger. Emma, ma co-autrice, est à vos dispositions si vous souhaitez avoir des conférences en interne et si vous souhaitez qu'elle vienne apporter le sujet et faire des conférences en interne chez vous. Voilà, j'ai eu un immense plaisir à vous présenter cette démarche qui pour moi arrive au bon moment en ce moment. Je sens vraiment que de plus en plus d'entreprises sont en quête et cherchent à faire vivre en interne une aventure à leurs collaborateurs, une aventure de transformation, une aventure de développement, un désir de faire souffler, de développer un nouvel élan, de développer, j'ai envie de dire faire souffler un nouveau vent, mais je ne sais pas si c'est ça, dans la culture de l'entreprise. Donc voilà, j'avais à cœur de vous avoir au micro aujourd'hui pour que vous puissiez nous raconter comment ça s'est passé pour vous quand vous avez développé ça. Un grand merci Emma, Ida et Laurence.
À très Merci bientôt. Christine. Merci Christine. Alors voilà, ma conversation avec Emma, Ida et Laurence est terminée. Mais si vous avez envie de continuer d'apprendre et de découvrir comment cultiver le bien-être et le bonheur au boulot, alors je vous invite à écouter l'épisode 18, intitulé « Les Happy Workers », ainsi que l'épisode 52, « Être libre et heureux au boulot », et enfin l'épisode 57, « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.